Bonjour à tous, mes chers abonnés. Merci infiniment de me rejoindre une fois de plus. Avez-vous déjà imaginé être traité comme une domestique au sein même de votre propre foyer, simplement parce que votre belle famille est persuadée que vous avez sombré dans la pauvreté? Je parle de cet instant précis, glaçant, où vous réalisez que l'amour de votre époux portait une étiquette de prix et que sa famille ne vous estimait qu'à la hauteur de votre supposé apport financier. L'histoire que je m'apprête à vous confier aujourd'hui est la mienne, celle de Manon. Une femme qui, durant 3 longues années, a enduré des humiliations inconcevables, uniquement pour découvrir qu'il aimait véritablement et qui n'aimait que son statut social apparent. Mais ce que mon mari Léo, ma belle-mère Monique et tout leur clan n'avaient jamais soupçonné, c'est que moi, la femme qu'ils qualifiaient de ratée, celle qu'ils forçaient à récurer les sols et à servir comme une bonne, était en réalité la propriétaire de la maison de campagne où ils logeaient, de l'entreprise qui les employait, et que je possédais plus d'argent qu'ils ne pourraient en amasser en 10 vies. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment cette histoire s'est dénouée? Avant de débuter, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun récit de ce genre. Tout a commencé il y a exactement 3 ans, lorsque j'ai épousé Léo. J'avais hérité d'une fortune colossale de mes grands-parents maternels à Paris, mais j'avais décidé de garder le secret. Je voulais savoir si Léo m'aimait pour qui j'étais, moi, en tant qu'être humain, et non pour mes comptes en banque. Au début, tout était idyllique. Léo était attentionné, tendre, il me traitait comme une reine. Mais la rumeur est arrivée. Un collègue de travail de Léo, qui avait confondu mon père avec un autre homme portant le même patronyme, lui a affirmé que ma famille était en faillite, que mon père avait tout perdu dans des investissements hasardeux. C'était entièrement faux. Mais Léo l'a cru sans même me poser la question. Ce soir-là, quand il est rentré dans notre belle maison de campagne, située dans un village en Provence, j'ai noté quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était plus le regard chaleureux de l'homme qui m'avait juré un amour éternel. C'était un regard froid, calculateur, empreint de déception. « Manon, il faut qu'on parle », m'a-t-il dit en laissant tomber sa mallette sur le canapé avec plus de force que nécessaire. Je me suis assise face à lui, attendant. « Est-ce vrai que ton père a perdu tout son argent ?» La question m'a frappé comme un seau d'eau glacée. « Qui t'a dit ça ?» Un collègue du bureau m'a raconté que ton père est en banqueroute totale. C'est vrai, j'aurais pu lui dire la vérité à cet instant précis, mais quelque chose m'a retenu. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Alors, j'ai simplement baissé la tête et murmuré un « oui », qui ne confirmait rien, mais qu'il a interprété comme un aveu de culpabilité. Le changement fut instantané. Léo s'est levé, s'est éloigné de moi comme si j'étais soudainement contagieuse. Génial, simplement génial. Je me suis marié avec toi en pensant que ta famille avait de bons contacts, de bonnes affaires, et maintenant il s'avère que ton père est un raté. Sa mère, Monique, qui vivait avec nous dans notre vaste maison de campagne au cœur de la Provence, avait tout écouté depuis sa chambre. Elle a surgi comme une tornade. Qu'est-ce que j'entends? Ton père est en faillite, Manon? Tu nous as menti sur ta situation économique. Je n'ai menti sur rien, ai-je répondu avec calme. Vous n'avez jamais posé la question. Eh bien, cela change tout, a déclaré Monique en croisant les bras, le visage fermé. À partir de demain, Manon, tu vas commencer à mériter ta place dans cette maison. Tu ne peux plus vivre au crochet des autres. Mon fils travaille dur dans ses restaurants et je ne permettrai pas qu'une entretenue le tire vers le bas. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt comme toujours pour préparer le petit déjeuner. Mais quand je suis arrivé dans la cuisine, Monique était déjà là, une liste à la main. « Voici ce que tu vas faire aujourd'hui », m'a-t-elle dit en me tendant un papier noirci de taches. Nettoyer les 3 salles de bain, laver tout le linge, repasser les chemises de Léo, faire les courses, cuisiner le déjeuner et le dîner, et nettoyer toutes les fenêtres de la maison. Toutes. 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 Et tu as intérêt à ce que tout soit impeccable car je vais vérifier. Ah, et Léo a décidé que tu n'as plus besoin de carte de crédit. À partir de maintenant, tu auras un budget hebdomadaire de 200 € pour les courses et les frais de la maison. 200 € pour 3 personnes pendant une semaine? C'est impossible, Monique. Cela suffit à peine pour la nourriture de base. Alors, tu devras être créative, ma chère. Achète au marché local, pas dans les épiceries fines. Prends les premiers prix, et peut-être que s'il reste quelque chose, tu pourras t'acheter un shampoing décent, parce que ces derniers temps,
je te trouve très négligé. Son rire cruel a résonné à mes oreilles alors qu'elle quittait la cuisine. Durant les semaines suivantes, je suis devenu la domestique de ma propre maison. Je me levais à 5 heures du matin pour nettoyer avant que Monique ne se réveille. Je cuisinais 3 repas par jour avec des ingrédients bon marché que j'achetais au marché du village, cherchant les promotions. Je repassais des montagnes de linge, je récurais les sols en pierre de Provence à genoux parce que Monique insistait sur le fait que la serpillière ne nettoyait pas assez bien. Mes mains, qui étaient autrefois douces et soignées, étaient maintenant rêches et abîmées par les produits ménagers. Mes cheveux avaient perdu leur éclat. Mes yeux étaient cernés par le manque de sommeil. Léo m'adressait à peine la parole. Quand il rentrait du travail, il ne m'embrassait plus, il me demandait simplement ce qu'il y avait à dîner et s'enfermait ensuite dans son bureau. Un samedi après-midi, alors que je nettoyais le salon, Théo, le frère cadet de Léo, est arrivé. Il avait 28 ans, mais n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Il vivait de l'argent que sa mère et son frère lui donnaient. « Et, Manon, apporte-moi un verre de vin et du saucisson », m'a-t-il crié depuis le canapé tout en allumant la télévision. « Vite, le match commence. »« Théo, je suis occupé à nettoyer », ai-je répondu sans cesser de passer le chiffon. « Bah, laisse ça et serre-moi. Tu vis ici gratuitement pour quelque chose, non ?» Ce mot, gratuitement, m'a blessé plus que n'importe quelle insulte, mais j'ai ravalé ma fierté. Je suis allé à la cuisine et je lui ai préparé ce qu'il demandait. Quand je lui ai apporté le plateau, Théo ne m'a même pas regardé. Il a simplement tendu la main, pris le verre de vin et m'a fait un geste méprisant de l'autre main pour que je parte. Les choses ont empiré quand Chloé est apparue. C'était la propriétaire d'une boutique de mode chic. Une femme grande, blonde, toujours impeccablement vêtue. Monique l'avait rencontrée à son club de bridge et avait décidé qu'elle était la femme parfaite pour Léo. Un jour, je suis rentré du marché chargé de sacs lourds et j'ai trouvé Chloé assise dans mon salon, prenant le café avec Monique. « Ah, Manon, comme c'est bien que tu sois arrivée », a dit Monique avec un sourire faux. « Salut Chloé, c'est une amie très chère. » Chloé m'a regardé de haut en bas avec un mépris mal dissimulé. « Bonjour », a-t-elle dit sans se lever ni tendre la main. « Monique m'a beaucoup parlé de toi. » J'ai hoché la tête, laissé les sacs au sol et me suis disposé à aller à la cuisine. « Manon, pourrais-tu nous préparer quelques amuse-bouches ? Chloé a très bon goût et j'aimerais l'impressionner, a ordonné Monique. « Bien sûr », ai-je répondu, sentant leur regard planté dans mon dos alors que je m'éloignais. Depuis ce jour, Chloé a commencé à visiter notre maison fréquemment. Elle arrivait toujours quand Léo était là. Monique s'arrangeait pour que je sois occupé à la cuisine ou au ménage pour que je ne puisse pas me joindre à leur conversation. Mais j'écoutais. J'écoutais comment Chloé racontait à Léo ses voyages à Paris et Milan. J'écoutais comment Monique disait à son fils, quel homme chanceux serait celui qui aurait une femme comme Chloé, élégante, qui a réussi, de bonne famille. Et j'écoutais comment Léo riait, un rire qui auparavant n'était que pour moi. Une nuit, après avoir servi le dîner pour Léo, Monique, Théo et Chloé, je me suis assise dans la cuisine pour manger ce qu'il restait, un peu de riz froid et des légumes. J'étais épuisé, tout mon corps me faisait mal, mais je savais que je devais encore laver toute la vaisselle, nettoyer la cuisine et repasser le linge pour le lendemain. C'est alors que j'ai sorti mon vieux téléphone, celui que je gardais caché au fond de mon armoire, et j'ai envoyé un message à Stéphane, mon avocat de confiance à Paris. « Stéphane, comment ça avance ? » Seulement 3 mots de réponse, tout selon le plan. Voyez-vous, il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Léo et décidé de l'épouser, j'ai pris une décision. Je ne lui révélerai pas ma véritable situation économique avant d'être totalement sûr de ses intentions. C'est pourquoi, avec l'aide de Stéphane, j'ai créé une société écran à travers laquelle j'ai acheté la maison de campagne où nous vivions. Léo et Monique payaient le loyer mensuel de 4 000 € sans savoir que cet argent allait directement sur mon compte. Aussi, via une autre société, j'avais acquis 51% des actions de la chaîne de restaurants de Léo, le Bistrot Gourmand. Techniquement, j'étais sa patronne, mais il ne le savait pas. Et il y avait plus, bien plus. Mais tout devait être révélé au moment parfait. Ce moment est arrivé 2 semaines plus tard, lors de notre dîner d'anniversaire de 5 ans de mariage, ou plutôt, ce qui aurait dû être notre dîner d'anniversaire. Monique a décidé d'organiser une fête à la maison sans me consulter. Elle a invité toute la famille de Léo, ses tantes commères, ses cousins jaloux,
ses amis du club et, bien sûr, Chloé. Cet après-midi-là, elle m'a ordonné de préparer un dîner pour 30 personnes. Manon, je veux que ce soir tout soit parfait. Tu vas préparer un bœuf bourguignon, acheter des baguettes fraîches, faire un plateau de fromages affinés et un flan en dessert. Et pas de nourriture bon marché. Va à la boulangerie et au marché local et achète le meilleur. Tiens, voici 500 €. Il vaudrait mieux que ça suffise. Monique, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Léo et moi ne devrions-nous pas célébrer seuls? Oh, s'il te plaît, a-t-elle répondu avec un rire sarcastique. Anniversaire de quoi? De ton échec? Personne ici ne veut célébrer ça. Cette fête est pour que Léo connaisse mieux Chloé. Toute la famille est d'accord pour dire qu'ils forment un très beau couple. Cette nuit-là, j'ai travaillé sans arrêt. J'ai cuisiné pendant des heures. Le bœuf bourguignon était parfait, la sauce onctueuse. Le fromage était à point, les baguettes dorées et croustillantes. À 20 h, les invités ont commencé à arriver. Moi, vêtu d'une simple robe noire que Monique m'avait obligé à porter car ainsi je ressemblerais plus à une serveuse qu'à la maîtresse de maison, je servais boissons et canapés. Les invités m'ignoraient. Certains me confondaient avec le personnel engagé et me donnaient des ordres. Apporte-moi un autre verre. Débarrasse cette assiette. Y a-t-il plus de serviettes? J'obéissais en silence, observant. Léo était rayonnant, vêtu de son meilleur costume, riant et conversant avec tout le monde. Chloé était à ses côtés avec une robe rouge cintrée qui coûtait plus que mon budget mensuel. Elle était belle et elle le savait. À 21 h, Monique a frappé son verre avec une cuillère demandant le silence. Chère famille, chers amis, merci de nous accompagner ce soir. Aujourd'hui est un jour spécial. Non, ce n'est pas l'anniversaire de mariage de Léo et Manon. Nous savons tous que ce mariage fut une erreur, une décision précipitée de jeunesse. Une vague de rire a parcouru la salle. J'ai senti 30 perdus me regarder avec pitié ou moquerie. Aujourd'hui, a continué Monique, c'est le jour où mon fils Léo va prendre la décision la plus importante de sa vie. Léo, chéri, viens ici. Léo s'est approché de sa mère. Chloé s'est aussi avancée en souriant. Fils, il est temps que tu laisses derrière toi le boulet qui te retient et que tu commences une nouvelle vie avec quelqu'un qui mérite vraiment d'être à tes côtés. Manon ne vient pas d'une bonne famille. Son père est en faillite. Elle n'a pas d'éducation, pas de classe, elle n'a rien à t'offrir, sauf être un fardeau. Chloé, en revanche, a réussi, elle est élégante, elle vient d'une bonne famille, elle serait l'épouse parfaite pour toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les regards étaient maintenant sur Léo, attendant sa réponse. Je restais debout dans un coin près de la cuisine avec un plateau vide dans les mains. Léo m'a regardé. Pendant une brève seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, peut-être une lueur de culpabilité ou de doute, mais alors il a détourné le regard vers Chloé, qui lui souriait avec ses lèvres parfaitement peintes de rouge. Maman a raison, a dit Léo finalement. Sa voix a résonné clairement dans le silence. Il est temps que je prenne des décisions intelligentes pour mon avenir. Manon, nous avons été ensemble 5 ans et durant ce temps, je me suis rendu compte que tu n'es pas la personne que je pensais. Je croyais que tu venais d'une famille respectable, avec de bons contacts, avec des ressources, mais ton père a tout perdu par ses mauvaises décisions et tu n'as rien à m'offrir. Les larmes menaçaient de sortir, mais je les ai contenues. Alors, a continué Léo en sortant une enveloppe de sa poche. J'ai préparé ceci. Ce sont les papiers du divorce. Ils sont déjà signés par moi. J'ai seulement besoin de ta signature. Tu peux partir dès demain matin. Je ne veux pas te faire subir plus de honte. La salle a éclaté en murmures. Certaines tantes de Léo ont applaudi discrètement. Les amis lui tapaient dans le dos en le félicitant pour son courage. Chloé s'est approchée de Léo et lui a pris la main. Monique souriait, triomphante. Théo a sifflé et crié, « Enfin, frangin, il était temps !» Tous me regardaient en attendant que je pleure, que je supplie, que je m'humilie encore plus, mais j'ai simplement posé le plateau sur la table la plus proche. J'ai enlevé le tablier que Monique m'avait obligé à porter et j'ai marché vers le centre de la salle. Tout le monde s'est tu. C'est d'accord, Léo, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même.
J'accepte le divorce. En fait, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver à tous les deux. Léo a cligné des yeux, surpris. Sérieusement? Aussi facilement? Sérieusement. Mais avant de signer ces papiers, il y a quelque chose que j'ai besoin d'éclaircir. J'ai sorti mon téléphone, le dernier iPhone que je gardais dans mon sac et que personne n'avait jamais vu. J'ai composé un numéro. Stéphane, c'est l'heure. Qui est Stéphane? A demandé Monique avec méfiance. Stéphane de Saint-Prix, ai-je répondu, mon avocat personnel et aussi le directeur juridique du groupe Montalvo. Le nom Montalvo a fait halter plusieurs invités. C'était l'un des groupes d'entreprises les plus puissants de France, avec des intérêts dans l'immobilier, l'hôtellerie et la technologie. Attends, qu'est-ce que le groupe Montalvo a à voir avec toi? A demandé Léo d'une voix tremblante. Tout, Léo, absolument tout. Vois-tu, il y a 5 ans, quand nous nous sommes rencontrés, j'ai décidé de ne pas te révéler ma véritable identité. Je voulais savoir si tu m'aimais pour qui j'étais, pas pour mon argent. Alors je ne t'ai jamais raconté que mes grands-parents maternels étaient les fondateurs du groupe Montalvo et qu'à leur mort il y a 6 ans, ils m'ont laissé comme unique héritière de toute leur fortune. La salle est restée dans un silence complet. Stéphane est arrivé 5 minutes plus tard, accompagné de 2 assistants portant des mallettes. Bonsoir à tous, a-t-il salué avec un sourire professionnel. Je suis Stéphane de Saint-Prix, représentant légal de mademoiselle Manon Montalvo. Je viens faire quelques clarifications importantes. Il a remis à Léo un dossier. Ce sont les documents qui prouvent que votre épouse Manon est la propriétaire majoritaire avec 51% des actions de la chaîne de restaurants Le Bistrot Gourmand. L'entreprise que vous croyez être la vôtre. Léo a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Ses yeux parcouraient les documents sans pouvoir y croire. C'est impossible. J'ai fondé ces restaurants. Correct, a confirmé Stéphane. Vous les avez fondés il y a 8 ans, mais il y a 3 ans, quand vous aviez besoin de capital pour vous développer et ouvrir 3 nouveaux locaux, vous avez accepté l'investissement d'une société appelée Investissement Côte d'Azur. Ce que vous ne saviez pas, c'est que cette société est la propriété de mademoiselle Manon. Elle vous a donné l'argent dont vous aviez besoin en échange de 51% des actions. Techniquement, monsieur, vous avez travaillé pour votre épouse durant les 3 dernières années. Mais ce n'est pas tout. J'ai continué. Stéphane, s'il te plaît, montre-leur le document suivant. L'avocat a remis un autre dossier à Monique. Madame Monique, ceci est le contrat de bail de cette maison. Comme vous pouvez le voir, la propriétaire du domaine complet est mademoiselle Manon Montalvo. Vous avez payé un loyer à votre propre belle-fille pendant 3 ans sans le savoir. Monique est devenue blanche comme un linge. C'est un mensonge. Cela doit être un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, maman, a dit Léo d'une voix éteinte en regardant les documents. Tout est là. Nom, date, signature, sonotario. C'est réel. Mais il y a plus, ai-je ajouté avec un sourire froid. Chloé, chérie, viens ici. Chloé s'est approchée d'un pas hésitant. Son assurance avait disparu. Sais-tu qui est le propriétaire du local où se trouve ta boutique? Moi. Et sais-tu qui a subventionné ton commerce durant la dernière année parce que tu ne pouvais pas payer le loyer complet? Encore moi. En fait, selon les rapports financiers que m'envoie mon administrateur, ta boutique est sur le point de faire faillite. Tu dois 6 mois de loyer et tu as des dettes avec 3 fournisseurs qui sont sur le point de te poursuivre. Chloé a vacillé. Léo l'a soutenue, mais elle s'est dégagée brusquement. Tu savais ça? A-t-elle crié à Léo. Tu savais que ta femme était millionnaire et tu me l'as caché? Je ne savais rien. A crié Léo en retour. Je me suis tourné vers Théo, qui essayait de s'éclipser vers la porte. Théo, toi non plus tu ne vas pas t'en sortir. J'ai fait un signe à Stéphane, qui a sorti un autre document. Ton petit frère a des dettes de jeu d'une valeur de 80 000 euros. Les créanciers le cherchent depuis des mois. En fait, ils sont ici dehors à attendre mon signal. Quoi? A crié Monique. Théo, est-ce vrai? Théo n'a pas répondu, il s'est simplement laissé tomber sur le canapé, le visage entre les mains. Et pour finir, je me suis dirigé de nouveau vers Léo, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes.
Léo, durant les 3 dernières années, j'ai fait faire un audit de tes restaurants. Mon équipe a découvert que tu as détourné des fonds. Spécifiquement, tu as détourné 150 000 € de bonus qui devaient aller à tes employés pour financer le train de vie de Chloé. Achat de vêtements, bijoux, voyages, tout payé avec l'argent de l'entreprise. C'est de la fraude, Léo. Et j'ai toutes les preuves. À ce moment-là, 2 officiers de police sont entrés dans la maison. Ils attendaient mon signal dans le couloir. Monsieur Léo, a dit l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude d'entreprise. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Les menottes ont cliqué autour des poignets de Léo. Non, non, cela ne peut pas arriver, murmurait-il encore et encore. L'autre officier s'est dirigé vers Chloé. Mademoiselle Chloé, vous êtes aussi en état d'arrestation pour recel de fonds illicites et complicité de fraude. Chloé a crié, pleuré, supplié, mais les officiers l'ont emmenée avec Léo. Monique a couru derrière eux en criant le nom de son fils, mais la porte s'est refermée. La maison est restée silencieuse. Les invités ne savaient pas quoi faire. Certains ont essayé de me féliciter maladroitement, d'autres sont simplement partis sans dire au revoir. Stéphane, s'il te plaît, procède à l'expulsion, ai-je dit avec calme. Monique et Théo ont 1 heure pour faire leurs valises et quitter la maison. À partir de demain, ce domaine sera rénové et vendu. Non, attends, s'il te plaît, a supplié Monique en tombant à genoux devant moi. Manon, pardonne-moi. Je me suis trompée. J'ai été une mauvaise belle-mère. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Où vais-je aller? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'autre endroit. Tu aurais dû y penser avant de me traiter comme ta bonne pendant 3 ans, avant de m'humilier devant toute ta famille, avant d'obliger ton fils à divorcer de moi. Théo a tenté un dernier recours. Belle-sœur, s'il te plaît. Tu m'as toujours bien aimé, n'est-ce pas? On peut trouver un arrangement. Je t'aiderai. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Comme quand tu m'as demandé de te prêter 500 € pour tes dettes de jeu et qu'ensuite tu as ri de moi avec tes amis en m'appelant la bonne idiote? Non, Théo. Les arrangements sont finis. Les gardes de sécurité que j'avais engagés pour l'occasion ont escorté Monique et Théo à leur chambre pour qu'ils fassent leurs valises. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de la prison. C'était Léo. S'il te plaît, Manon, j'ai besoin de te parler. C'est important. J'ai accepté l'appel plus par curiosité qu'autre chose. Qu'est-ce que tu veux, Léo? Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'ai été un idiot, un aveugle. Je t'ai traité horriblement alors que tout ce que tu as fait c'était m'aimer. Cet amour s'est terminé il y a longtemps, Léo. Il s'est terminé le jour où tu m'as demandé de récurer le sol à genoux. Il s'est terminé quand tu as laissé ta mère m'insulter. Il s'est terminé quand tu as décidé de présenter Chloé comme ta future épouse à notre anniversaire. Mais je ne savais pas que tu étais riche. Si je l'avais su. Exactement, les jeux interrompus. Si tu l'avais su, tu m'aurais bien traité. Mais quand tu as pensé que j'étais pauvre, je suis devenu moins que rien pour toi. C'est exactement le problème, Léo. Ton amour avait un prix. Manon, s'il te plaît, je t'aime. Vraiment, je t'aime. Donne-moi une autre chance. Non, Léo, plus maintenant. Les papiers du divorce que tu m'as donnés ce soir-là, je les ai signés et déposés le lendemain. Notre mariage est officiellement terminé depuis 3 jours. Tu es un homme libre. Enfin, aussi libre qu'on peut l'être depuis une cellule de prison. 2 mois plus tard, j'ai déménagé à Paris. J'ai laissé la Provence derrière moi avec tous ces mauvais souvenirs. Je suis retourné dans la ville où j'ai grandi, où mes grands-parents avaient bâti leur empire, où je me sentais vraiment chez moi. J'ai repris les rênes du groupe Montalvo et j'ai commencé à travailler pour de vrai, pas comme une héritière oisive, mais comme une femme d'affaires active. J'ai ouvert une fondation pour aider les femmes en situation de violence domestique et d'abus. Je voulais qu'aucune autre femme n'ait à supporter ce que j'ai supporté. Je voulais qu'elles sachent qu'elles avaient le pouvoir de changer leur vie. Un jour, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Monique. Elle était écrite à la main sur un papier bon marché. Chère Manon, je sais que je ne mérite pas ton pardon.
Je sais que j'ai été cruel, injuste. Horrible avec toi. Maintenant, je vis dans un petit studio en banlieue. Je travaille à nettoyer des bureaux la nuit pour payer le loyer. Mon fils est en prison par ma faute, parce que je l'ai élevé en pensant que l'argent et le statut étaient le plus important. Théo est en cure de désintoxication pour son addiction au jeu. J'ai tout perdu, famille, dignité, respect, et le pire c'est que je le méritais. Je voulais juste te dire que je regrette de t'avoir traité ainsi. Tu as été meilleur que ce que je méritais. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je n'ai pas répondu à la lettre, non par cruauté, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. Le pardon ne se demande pas, il se gagne, et Monique devra le gagner sur son propre chemin. Quant à Chloé, sa boutique a fermé 2 semaines après les arrestations. Personne ne voulait acheter de vêtements dans un magasin dont la propriétaire était impliquée dans un scandale de fraude. J'ai entendu dire qu'elle a déménagé ailleurs pour essayer de recommencer. Et Léo. Léo a purgé 3 ans de prison. Quand il est sorti, il a essayé de me contacter à nouveau, cette fois via les réseaux sociaux, email, messages, je les ai tous ignorés. Finalement, il est apparu un jour au bureau de Montalvo à Paris. La réceptionniste m'a appelé. Il y a un monsieur Léo qui insiste pour vous voir. Il dit qu'il est votre ex-mari. Dites-lui que madame Montalvo n'a pas le temps pour les visites. S'il revient, nous appellerons la police. Léo n'est jamais revenu. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit terrible et libératrice, je vis dans un magnifique appartement avec terrasse sur l'avenue des Champs-Élysées. Je dirige une entreprise prospère. J'ai de vrais amis qui m'aiment pour qui je suis, pas pour mon argent. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai aidé des centaines de femmes à sortir de relations toxiques. Et le plus important, j'ai appris que le véritable amour n'a pas de prix. Si quelqu'un ne vous valorise que lorsqu'il croit que vous avez quelque chose à lui offrir, alors il ne vous aime pas. Il aime ce qu'il peut obtenir de vous. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Il y a un mois, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, il s'appelle Lucas. Il est professeur de littérature à l'université. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il vit dans un petit appartement. Il conduit une voiture vieille de 10 ans, mais quand il me regarde, il me voit moi, Manon, pas l'héritière Montalvo. Je lui ai raconté mon histoire complète lors de notre 3e rendez-vous. Je m'attendais à ce qu'il prenne peur, qu'il pense que j'étais vengeresse ou cruelle, mais au lieu de cela, il m'a pris la main et m'a dit, « Tu as fait ce qu'il fallait. Personne ne mérite d'être traité comme tu l'as été. Et tout homme qui ne valorise pas une femme dans ses pires moments ne mérite pas d'être à ses côtés dans les meilleurs. » Alors me voici, chers amis, de l'autre côté de ce cauchemar. Je ne suis plus la femme qui récurait les sols à genoux, ni celle qui supportait les humiliations en silence. Je suis Manon Montalvo, femme d'affaires, philanthrope, et surtout, une femme qui a appris à s'estimer elle-même. Et s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, ne permettez jamais à personne de vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Peu importe combien d'argent vous avez ou n'avez pas, votre valeur n'est pas dans votre compte en banque, elle est dans votre cœur, dans votre caractère, dans votre capacité à aimer et être aimé inconditionnellement. Et si quelqu'un ne peut pas voir cela, alors il ne mérite pas une place dans votre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et souvenez-vous, la vie donne toujours des secondes chances, mais pas à ceux qui blessent délibérément. On récolte ce que l'on sème, et le karma n'oublie jamais une adresse. À la prochaine, mes chers amis. Prenez soin de vous et ne laissez jamais, jamais personne éteindre votre lumière. Ouais.